On le savait, spécialiste des coups de com', le président français Emmanuel Macron n'a pas déçu pour le G7 de Biarritz. En invitant le ministre des Affaires étrangères iranien, le pensionnaire de l'Elysée a surpris son monde et surtout il semble vouloir prendre de la hauteur vis-à-vis de la fonction présidentielle. Alors que de violents incendies ravagent la forêt amazonienne, les relations entre Paris et Brasilia flambent. Depuis qu'Emmanuel Macron a exhorté Jair Bolsonaro à prendre des mesures fortes pour lutter contre le feu, le président brésilien et son gouvernement multiplient les sorties à l'égard du président français. 3 mois après la déroute aux élections européennes, les Républicains entament leur reconstruction. Ce lundi, la haute autorité du parti a dévoilé la liste des candidats à la présidence LR, une campagne pour tenter de redresser un parti à la dérive. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron manœuvre habilement au G7. C'est la première conclusion qui peut être tirée de ce sommet, avec comme point d'orgue la venue surprise du ministre des Affaires étrangères iranien en pleine crise régionale, Olivier Frère-Jacques. Il voulait se refaire la cerise après des mois de difficultés au niveau de la politique intérieure. Il semblerait que le président français ait réussi son pari à l'occasion du G7 organisé en France à Biarritz. Le pensionnaire de l'Elysée aura tenu son rang de champion de la com'. Dimanche est arrivé à Biarritz le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif, personnalité incontournable de la République iranienne version Rouhani. Ce bon soldat de la mouvance modérée a accepté la main tendue par le président français, créant ainsi une véritable surprise dans ce sommet qui s'annonçait pourtant assez tendu. Si en France, cet épisode est perçu comme un coup de maître du président par la presse de centre-gauche, Le Monde en tête, en Iran, les journaux libéraux saluent également l'initiative de leur ministre quand les milieux proches de la mouvance révolutionnaire fustigent un aveu de faiblesse de la part de l'envoyé perse, dans une démarche qu'ils estiment comme ne pouvant porter aucun fruit eu égard aux positions extrêmes de Washington vis-à-vis de Téhéran. Quoi qu'il en soit, en France, le coup de Macron a tout d'une réussite. Le président s'est d'ailleurs exprimé sur la question avec, comme toujours, un ton qui se veut très pédagogue, mais sans jamais se départir d'une certaine forme d'impérialisme qui caractérise toujours les membres du G7 et qui consiste notamment à refuser à d'autres ce que l'on se réserve à soi et aux siens, à savoir ici la détention de l'arme nucléaire. Aucun membre du G7 ne veut que l'Iran ne puisse jamais avoir l'arme nucléaire. Deuxièmement, tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité, la paix de la région, et donc ne veulent pas engager des actions qui puissent nuire à celle-ci. Dans ce cadre-là, on a évoqué nos différentes initiatives. Shinzo Abe a pris des initiatives à l'égard de l'Iran. J'ai pris plusieurs initiatives. Et nous en avons rendu compte. Le G7 est un club informel. Il n'y a pas de mandat qui est donné dans le cadre du G7 formel à l'un ou à l'autre. Des signes de bonne volonté de la part du président français qui a su, le temps d'un week-end, se donner des airs de médiateur. La rencontre exceptionnelle a surpris les observateurs mais aussi certains membres du G7. Mais comme souvent, la chose n'a pu se faire qu'avec l'accord des États-Unis et en l'occurrence de Donald Trump prévenu la veille. Le président états-unien aurait simplement dit à Emmanuel Macron « allez-y », estimant qu'il est encore trop tôt pour lui pour rencontrer le diplomate iranien. Un feu vert de Washington qui aurait été donné samedi midi lors du déjeuner entre les présidents français et américains. Le sujet iranien aura en tout cas été au cœur des discussions et la venue surprise de M. Zarif aura focalisé toute l'attention. Les autres sujets n'ont cependant pas été évacués à l'image de la question amazonienne, de la réintégration de la Russie dans le groupe ou encore la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Beaucoup de sujets d'importance qui auraient presque fait oublier le thème initial du rendez-vous, les inégalités. Un thème pour le moins paradoxal venant du club de riches que forme le G7. Mais qu'importe, l'occasion était bonne pour le président qui n'a pas manqué de rappeler cette question d'inégalité à ses petits camarades, évoquant notamment sa volonté de mettre l'Afrique au centre du sommet à l'avenir. Un signe d'ouverture qui s'est concrétisé par sa volonté affichée de faire participer d'autres grandes démocraties à cet événement, d'où les invitations de chefs d'État indiens, chiliens, australiens et, plus étonnant, sud-africains, pays aujourd'hui marqué par le massacre de fermiers blancs. Le président français a dit vouloir travailler avec ces pays sur des sujets comme l'égalité entre les femmes et les hommes, un sujet qui ne passionnera probablement pas de nombreux pays africains dans lesquels la survie demeure plus importante qu'une hypothétique égalité des sexes. À ce vœu pieux d'ouverture, Emmanuel Macron a aussi ajouté celui de vouloir inviter la société civile dans ce type de sommet, cette fameuse société civile que l'actuel président avait utilisée lors de sa campagne présidentielle de 2017. Reste que la formalisation de cette proposition paraît pour le moins délicate.
Au rayon des petites défaites, on retrouve la taxe GAFA. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a négocié à ce sujet avec des représentants américains et la taxe française votée au début de l'été devrait être suspendue au profit d'une taxation des multinationales qui, elles, étaient déjà dans les tuyaux du côté de l'OCDE. Pas très glorieux. Les petits tours de manche du président Macron mis à part, ce sommet aura également été le premier de Boris Johnson, Premier ministre britannique, pro-Brexit et dont la proximité avec Donald Trump aura été exhibée tout au long du week-end. Largement préparé en amont par les équipes Macron, ce sommet semble à première vue comme une réussite pour le président français qui se sera montré comme un médiateur de premier ordre pour un sommet qu'il organisait à domicile. L'absence d'accidents majeurs dans les manifestations altermondialistes qui entouraient l'événement aura aussi bénéficié à l'image du président français. Seule ombre au tableau, peut-être la montée des tensions entre Paris et Brasilia. Et effectivement, l'Amazonie a mis de l'huile sur le feu alors que de terribles incendies dévastent la forêt brésilienne depuis plusieurs semaines. Emmanuel Macron a menacé de ne pas signer les accords sur le Mercosur si Jair Bolsonaro ne prenait pas le problème à bras-le-corps. Un ultimatum qui a mis le feu aux poudres entre les présidents français et brésiliens. Allô Paris, Rio ne répond plus. La forêt amazonienne s'est imposée en invité de dernière minute au G7. Alors que le poumon vert de la planète, dont 60% se trouve sur le territoire brésilien, brûle depuis plusieurs semaines, de nombreux dirigeants ont mis la pression sur Jair Bolsonaro pour que les moyens pour endiguer les incendies soient revus à la hausse. En figure de proue, Emmanuel Macron. Dès vendredi, le président français a laissé entendre que si le président brésilien n'envoyait pas de signaux forts pour lutter contre le fléau, les accords commerciaux sur le Mercosur pourraient être abandonnés, estimant que le président brésilien avait menti et ne tenait pas ses promesses sur le climat. L'Irlande a ensuite emboîté le pas pour que s'instaure finalement une pression internationale sur Jair Bolsonaro, une pression à laquelle l'intéressé a répondu. Incêndios florestais existem em todo mundo. Isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. Le président brésilien estime en effet que les reproches qui lui sont faits sont injustes dans la mesure où l'Amazonie brûle aussi, en Bolivie ou en Colombie notamment. Si les incendies se déclarent effectivement sur l'ensemble de la forêt, y compris en territoire français avec la Guyane, Jair Bolsonaro est tout particulièrement ciblé par les critiques. En effet, si l'homme n'est évidemment pas à l'origine des embrasements, sa volonté de faire de la forêt amazonienne une zone à conquérir pour l'agriculture a sans doute envoyé des messages forts à l'intention des exploitants forestiers, souvent peu scrupuleux. Une responsabilité que le président brésilien n'est pas décidé à reconnaître pour autant. Après avoir accusé les ONG d'avoir mis le feu elles-mêmes pour obtenir des subventions, il a ensuite réagi vendredi en estimant qu'Emmanuel Macron instrumentalisait le drame et faisait montre d'une attitude coloniale. Il faut dire que l'Élysée avait utilisé d'anciennes photos pour l'illustration, une erreur qui n'a pas échappé au président brésilien. Malgré cette première passe d'armes, Emmanuel Macron a profité du G7 pour revenir sur le sujet. Il y a une vraie convergence pour dire qu'on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces feux. Il y en a plusieurs. Ce matin, la Colombie a fait appel à la communauté internationale et donc on doit se montrer présent. Donc on va finaliser cela. Mais il faut être très clair, respectant la souveraineté, on doit avoir un objectif de reforestation. Et on doit aider chaque pays à se développer économiquement. Mais l'enjeu de l'Amazonie, pour ces pays comme pour la communauté internationale, est tel, en termes de biodiversité, d'oxygène, de lutte contre le réchauffement climatique, qu'il nous faut procéder à cette reforestation. Jusqu'ici, les invectives restaient dans le domaine du politique. C'était sans compter les attaques personnelles. Jair Bolsonaro a ainsi réagi à un montage sur les réseaux sociaux qui comparait son épouse à Brigitte Macron. Le Brésilien a sous-entendu de la jalousie chez son homologue français, un épisode sexiste qui n'était sans doute pas nécessaire à la publicité de Bolsonaro. Ses proches sont ensuite venus lui prêter main forte. Son fils a traité Emmanuel Macron d'idiot, puis le ministre de l'Éducation, Abraham Weintraub, s'est ensuite fendu d'un tweet particulièrement peu cordial où Emmanuel Macron est tout bonnement un connard et la France un pays d'extrémistes. Dimanche matin, le président brésilien a voulu visiblement faire baisser la pression en publiant une photo d'une conférence téléphonique avec Benjamin Netanyahou, lequel reconnaissait les efforts du Brésil contre les incendies. Les relations entre Paris et Brasilia sont donc particulièrement tendues, une atmosphère qui s'est encore plus alourdie après que Jair Bolsonaro, fin juillet, avait annulé son rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour aller chez le coiffeur.
Et rentrée chargée pour les Républicains. Ce lundi, la haute autorité du parti a publié le nom des candidats à la présidence. Une campagne interne à haut risque après la débâcle des élections européennes. Thibaut Bastide. 48 jours pour convaincre. Ce lundi, la haute autorité des Républicains a dévoilé la liste des candidats à la présidence du parti. Une campagne officiellement lancée dont le scrutin qui décidera du futur de la formation est prévu les 12 et 13 octobre. Et si besoin, un deuxième tour aura lieu les 19 et 20 octobre. Une campagne très courte avec 3 prétendants sur la ligne de départ. Le député de Vaucluse, Julien Aubert, le député de Lyon, Guillaume Larrivé et le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Ce dernier est d'ailleurs annoncé comme le grand favori pour briguer la présidence alors que les véritables têtes d'affiche du parti sont aux abonnés absents. Le patron des députés LR a d'ailleurs montré les muscles en déposant plus de 10 000 parrainages d'adhérents contre les 1311 nécessaires pour se présenter et 122 parlementaires. Par ailleurs, il a également tenu à afficher le soutien de la grande majorité des derniers barons du parti comme Éric Ciotti, Nadine Morano ou encore Brice Hortefeux et les parrainages de près des 2/3 des députés LR. Un favori tout désigné, cependant Guillaume Larrivé et Julien Aubert affichent également des soutiens de poids malgré un nombre de parrainages plus faible. Le premier a ainsi déposé 11 parrainages de parlementaires et 3159 soutiens de militants et peut notamment compter sur le soutien d'Éric Woerth. Le second promet de s'engager dans la bataille avec 15 parrains parlementaires et 3027 adhérents avec à ses côtés le sénateur Gérard Longuet ou les députés Valérie Boyer et Patrice Verchères. Si la bataille semble jouer d'avance sur le papier, le climat délétère du parti pourrait peser lourd dans la balance. En effet, il s'agit avant tout de sauver un parti plongé dans une crise profonde après la déroute des élections européennes. En effet, déjà affaibli par ses 2 défaites à la présidentielle de 2012 et de 2017, le parti Les Républicains a touché le fond en mai dernier en ne récoltant que 8,48% des suffrages lors des européennes, poussant alors Laurent Wauquiez à la démission. Ainsi, cette campagne interne affiche un double enjeu, restructurer un parti en piteux état et redonner confiance à des électeurs déboussolés. Une chose est sûre, les 3 candidats s'accordent pour un rassemblement des forces, mais les méthodes pour y arriver sont diamétralement opposées. Christian Jacob prône une vision plus centriste, alors que Guillaume Larrivé et Julien Aubert souhaitent se démarquer en revenant aux valeurs qui ont fait le succès des Républicains. Une apparente envie d'apaisement qui ne fait pourtant pas oublier les nombreux maux qui hantent le parti de la rue de Vaugirard. Preuve de ce malaise, les Républicains ont décidé de jouer la carte de la prudence en dissociant cette échéance de la prochaine présidentielle. Ainsi, les 3 candidats ont pris l'engagement moral de ne pas se présenter en 2022. Une volonté de ne pas griller les étapes qui révèle également le manque de repères au sein des Républicains. Si l'ombre d'un retour de Nicolas Sarkozy plane plus que jamais au-dessus des LR, tant le succès de son livre en librairie contraste avec le peu d'enthousiasme autour de cette élection. Le temps est néanmoins compté pour la formation alors que les élections municipales approchent à grands pas. Une échéance qui relève presque du test de survie alors qu'une nouvelle défaite aurait des conséquences catastrophiques sur les élections suivantes, à savoir les sénatoriales, puis sur les départementales et les régionales. Et à présent, on repart avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Mounir Majoubi se range derrière Benjamin Griveaux. Après avoir soutenu la candidature de Cédric Villani, l'ancien secrétaire d'État au numérique a annoncé son ralliement au candidat officiel LREM au municipal de Paris. Un soutien salué par le principal intéressé qui n'avait pourtant pas hésité à critiquer, voire insulter Mounir Majoubi lorsque ce dernier avait annoncé sa candidature à la mairie de la capitale. De son côté, Cédric Villani n'a toujours pas dit s'il souhaitait se présenter sans étiquette ou soutenir Benjamin Griveaux, malgré la pression mise par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour éviter les candidatures dissidentes. 4e plainte contre Tariq Ramadan, déjà mis en examen pour viol et viol sur personnes vulnérables. Le prédicateur controversé a vu une nouvelle plainte être déposée en mai. Une femme d'une 50aine d'années affirme avoir été violée à plusieurs reprises par Tariq Ramadan et un membre de son staff dans un hôtel lyonnais en 2014. Fin juillet, le parquet de Paris a délivré un réquisitoire supplétif pour viol commis en réunion et menaces ou actes d'intimidation. Les juges d'instruction chargés de l'enquête doivent décider d'une nouvelle mise en examen et éventuellement demander à un juge des libertés et de la détention la révocation de son contrôle judiciaire ordonné en novembre. Escalade de tension à Hong Kong. Après plus de 2 mois de contestation, les affrontements entre les forces de police et les manifestants se sont multipliés dans la banlieue de Tsuen Wan. Pour la première fois, la police de Hong Kong a eu recours à des canons à eau et à un coup de semonce à l'arme à feu.
Selon la police, ce tir à balles réelles était nécessaire alors qu'un policier serait tombé au sol sous une pluie de coups. Le tir de semonce a provoqué la colère des manifestants qui craignent que la crise s'envenime. Un candidat à la présidentielle tunisienne arrêté vendredi, le publicitaire Nabil Karoui a été interpellé à un péage d'autoroute alors qu'il rentrait à Tunis après avoir inauguré un local de son parti Kalb Tounes. Il est visé avec son frère Ghazi par une instruction du pôle financier depuis 2017 après le dépôt par l'organisation anticorruption e-Watch d'un dossier les accusant de fraude fiscale. L'arrestation a provoqué une levée de boucliers, notamment en raison du calendrier électoral. Alors que la procédure judiciaire dure depuis 2 ans, l'arrestation a lieu à 3 semaines de la présidentielle. Le parti du publicitaire a d'ailleurs dénoncé une manœuvre du Premier ministre tunisien, également candidat, Youssef Chahed. Échec pour Soyouz. Samedi, le vaisseau spatial russe n'a pas réussi à s'arrimer à la station spatiale internationale. N'arrivant pas à entrer dans le module, les cosmonautes russes ont ordonné l'abandon de l'arrimage avant de s'éloigner à une distance de sécurité. Le responsable de la partie russe de la station a affirmé à l'agence officielle russe TASS que des défaillances de l'équipement radio de l'ISS étaient à l'origine de cet échec et qu'il serait possible de corriger le problème. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Cette semaine, vous retrouverez chaque jour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Aujourd'hui, Christopher Lane revient sur l'enfance de Jeanne d'Arc. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est bien sûr son épopée glorieuse de la libération du siège d'Orléans jusqu'au sacre du roi à Reims, et puis enfin sa fin tragique. Mais ce qui, moi, me fascine le plus, c'est le contraste qu'il y a dans cette histoire entre la Jeanne, chef de guerre et meneuse d'hommes que nous connaissons, la Jeanne héroïque, et puis la petite Jeannette des origines. Car oui, il ne faut jamais oublier qu'avant le commencement de cette folle aventure, qui dépasse l'entendement clairement, eh bien Jeanne n'était qu'une petite paysanne, illettrée, totalement inconnue, que rien ne prédestinait à ce fabuleux destin. C'est ça qui rend l'épopée joannique grandiose, surnaturelle, et c'est pourquoi j'ai voulu m'attaquer aujourd'hui à cette période moins connue mais tout aussi déterminante de son histoire. Et voilà, et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz, et à présent c'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité, à demain, bonsoir. La mort probablement accidentelle d'un maire qui essayait de défendre sa commune contre l'une des dégradations anonymes auxquelles sont confrontés fréquemment les coins tranquilles en France en ce moment, a permis récemment aux télévisions macronistes, vous excuserez le pléonasme, d'en faire des tonnes sur la solitude du maire, le dévouement, l'abnégation, etc. À un tel point qu'on s'est dit, mais ils vont leur envoyer la Légion d'honneur par mailing automatique au mois de janvier. C'est pas possible. C'est une opération concertée, oui, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il s'agissait de récupérer à toute allure la faveur des élus locaux avant que la population ne s'énerve définitivement au printemps contre le régime. Et pourquoi s'énerverait-elle, me direz-vous? Parce que les maires se divisent en 2 catégories, du moins selon mon ami Gustave, ceux qui vous prennent pour des cons et ceux que le pouvoir prend pour des cons. Mais toujours selon Gustave, la grande nouveauté depuis l'arrivée du dernier président Macron, c'est que le maire de campagne, de plus en plus, fait partie des 2 catégories à la fois. Et là, la population ne peut plus le supporter. Jusqu'ici, elle avait une vague indulgence quand même pour les petits maires parce qu'ils étaient dévoués, parce que l'idée c'était, il fait ce qu'il peut. Et souvent ce qu'elle peut d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le lot. Mais désormais, les gens se sont aperçus que pour rester à flot, les petits maires sont obligés de dire oui au préfet tout le temps, même quand la population est contre, de faire voter des crédits supplémentaires en douce pour s'en sortir budgétairement, de faire payer un avocat par la population pour se défendre. Contre quoi, vous allez me dire, bizarrement, contre les recours de la population.
et de tricher plus ou moins dans nombre d'aspects de la vie locale, sans parler des beaux-frères à qui on attribue des permis de construire, des gens à qui on les refuse aussi, des gens aussi à qui on laisse ouvrir des fenêtres sur leur jardin des autres, vos ennemis de préférence. Nous avons même eu le cas dans un village au nord du département d'un type qui s'est fait élire, qui est devenu adjoint, qui a fini maire, parce que le titulaire est tombé malade. Et donc en fait, son seul but au départ était d'obtenir un permis de construire pour lui et son fils. Eh bien, il s'est retrouvé maire par accident sans le vouloir. Et une fois qu'il a obtenu ce fameux permis de construire, qu'a-t-il fait? Il a démissionné. Donc, quand on voit LCI et toutes ces télévisions à la dévotion du gouvernement à insister sur l'abnégation des maires de campagne, on est quand même tenté de répondre une abnégation à 600 € par mois pour un type qui touche une retraite au SMIC, mettons, et donc une abnégation qui représente un tiers de ses revenus. C'est pas exactement du Saint-Vincent de Paul. Mais pour en revenir à ce que disait Gustave à ce sujet, lui, sa thèse était assez simple. Il disait le maire de campagne est à la fois la victime et l'instrument d'un système injuste. Pourquoi? Eh bien parce que le maire est une autorité dans un pays qui mine l'autorité en permanence à longueur de feuilletons, d'articles dans le journal, de ricanements dans les émissions du genre Ruquier. Le maire devrait être celui qui défend, qui apaise, qui enjoint, qui menace notamment les plus forts, les plus arrogants, pour établir un équilibre entre les grandes gueules, les puissants, ceux qui disent tu vas voir de mes nouvelles, et puis les autres, ceux qui obéissent à tout, qui se laissent marcher dessus tout le temps, intimidés, spoliés par tous les passe-droits des autres. Seulement voilà, dans la moitié des cas, les maires de campagne sont justement désormais du côté des puissants et des forts en gueule pour ne pas avoir d'ennuis, pour avoir des subventions, pour être réélus, et donc ils prennent systématiquement des décisions soi-disant conformes à la raison, qui arrangent en fait surtout ceux qui ont du poids dans le pays et qui parfois les menacent directement. Les propriétaires fonciers, les gens bien placés de toutes sortes, les entrepreneurs, les spéculateurs, c'est ce qu'on appelle la corruption passive. Et la moitié des maires qui n'a pas envie, qui n'a plus envie de se représenter, est probablement cette moitié-là. Non pas parce qu'elle est incomprise, mais parce qu'elle sent, au contraire, elle a compris que le temps du ni vu ni connu est révolu et que donc ça ne va plus valoir le coup de se présenter. À bientôt, merci, abonnez-vous.